puisque nous allons nous parler de mutualisation, de fusion et globalement de concentration des SAD, avec à la fois cette réflexion sur est-ce qu'on peut toujours continuer d'être un SAD, un service d'aide et d'accompagnement à domicile isolé entre guillemets, hein, sans mutualiser avec d'autres, et du coup de regarder avec un certain nombre d'expériences et de personnes qui représentent ces expériences. Est-ce qu'il y a différentes façons de mutualiser, parfois de fusionner, avec deux mouvements qui peuvent être un peu différents. Le premier, c'est un mouvement horizontal, hein, où en fait ce sont des SAD entre eux qui peuvent fusionner ou mutualiser sur certaines fonctions. Et puis le deuxième, ce sont des rapprochements avec des secteurs connexes, c'est-à-dire la santé et le médico-social. Et donc on a 4 expériences qui vont nous être relatées ici. Donc, je vais demander à nos invités de bien vouloir prendre place. Valérie Ripper, qui est directrice de l'association d'aide à domicile ABCD Saint-Joseph, voilà, que j'ai vu ce matin. Emilien Chaillat, qui est directeur général du groupe Legos. Brice Blanchet, qui est président du GEC à domicile de Provence, et Jean-Christophe Amarantini, qui est président du GCM Santé et administrateur du CINERPA domicile. C'est une fédération qui n'était pas représentée, enfin, qui était représentée par Domusvie, pas dans les tableaux ronds du matin, mais voilà, on a des partenariats avec quasiment l'ensemble des fédérations professionnelles. Et M. Amarantini la représente le CINERPA, mais c'est surtout du JCM Santé qui va nous parler. On va se poser 3-4 grandes questions ensemble, à peu près des peu de même, chacun va y répondre et contribuer par rapport à sa propre expérience. On va commencer par vous, Valérie Ripper, si ça vous va. Honneur aux dames, vous approchez qu'il n'y a pas assez de femmes. On fera en sorte d'être plus paritaire l'année prochaine. Dans ces journées. Alors, Valérie Ripper, peut-être nous dire en quelques mots déjà, votre association d'aide à domicile à ABCD Saint-Joseph, un peu les contours de cette association, où est-ce qu'elle est, c'est un SAD, très bien, son volume d'activité, pour cadrer un peu les choses, et puis quels constats vous ont poussé à mutualiser, et sans rentrer dans le détail aujourd'hui, avec qui vous mutualisez. Donc ABCD Saint-Joseph, c'est une association qui a été créée en 2004. On fait un peu plus de 80 000 heures, on est donc un SAD. On intervient sur Marseille, Allo, Plan Occupe. On a un petit peu plus de 90 salariés aujourd'hui, essentiellement positionnés sur la dépendance. Quels sont les constats qui nous ont menés effectivement à nous rapprocher de l'hôpital Saint-Joseph? C'est qu'effectivement, sur le secteur du maintien à domicile, on est un petit acteur, on fait un volume d'heures qui est considéré par les tutelles comme un petit volume d'heures, et qu'on a bien conscience que pour continuer à exister et à faire ce qu'est notre métier, il fallait qu'on s'adosse à une structure plus importante qui puisse nous appuyer, nous aider, à nous développer et à le faire aussi en gardant nos valeurs, nos façons d'intervenir auprès de nos bénéficiaires. Donc on s'est rapproché de l'hôpital Saint-Joseph parce que depuis quelques années, ils ont créé un groupe. Donc c'est pas une fusion, c'est pas une absorption, si vous voulez, c'est comme un adossement. On s'est adossé à l'hôpital. Dans ce groupe, ils ont des EHPAD, ils ont une clinique psychiatrique, un centre de formation, un IPSI, des CHRS, des soins de suite et de réadaptation. Et surtout, ils avaient l'ambition de créer un pôle domicile. Donc, ils ont déjà un HAD et un SIAD. Et effectivement, la complémentarité avec un SAD leur semblait intéressante. Et moi, je reste persuadée que de toute façon, l'intervention à domicile se fera en lien avec le sanitaire, que de toute façon, il faut qu'on prenne ce virage ambulatoire et qu'on peut être une réponse, effectivement, à un parcours anticipé pour les patients. On a signé la convention d'adossement avec l'hôpital Saint-Joseph en septembre 2017, donc ça fait un petit peu plus d'un an.
je suis persuadée que les effets se verront à moyen terme, à long terme. Là, à très court terme, je peux dire que la notoriété de l'hôpital est bénéfique pour nous. Qu'on travaille sur des sujets très intéressants qui mettent en tout cas l'acteur du maintien à domicile dans un parcours plus large. Donc, on travaille sur leur parcours patient. On a un appui technique important puisque les cadres de l'hôpital nous appuient sur les questions juridiques de veille. Je donne un exemple, on est tous en train de se poser la question de l'RGPD, en tout cas de la protection des données, le fait de partager un délégué, un DPO à la protection des données, c'est un vrai plus parce que nous, petite association, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc c'est un soutien et puis on ambitionne à court terme d'absorber une association de maintien à domicile et là l'hôpital est aussi un support très très important et un soutien sur un audit sur la façon dont il faut s'y prendre. C'est un soutien technique qui est très important pour nous. D'accord, merci. Alors, juste pour préciser les choses peut-être, donc c'est un groupe autour de cet hôpital Saint-Joseph, en sachant que ce groupe n'a pas forcément de contour formel en tant que tel aujourd'hui. Ce sont des conventions bilatérales. Vous avez appelé ça une convention d'adossement que vous avez, vous, l'association ABCD, avec l'hôpital Saint-Joseph. Et donc, les autres structures membres de ce groupe ont aussi des conventions bilatérales. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de coquille qui vous réunit tous pour l'instant. Alors, la seule coquille qui nous lie, c'est un comité opérationnel pour les directeurs de l'ensemble des structures du groupe et un comité stratégique qui concerne les présidents de toutes les structures de ce groupe. D'accord, il y a une gouvernance. Donc il y a une gouvernance à partager. Effectivement, nous, on a accueilli au sein de notre conseil d'administration deux administrateurs de l'hôpital. D'accord. Qui participent au choix stratégique de notre association. D'accord. Merci. On va approfondir dans quelques instants. Vous pouvez passer effectivement la parole à votre voisin. Donc, Emilien Chaya, vous, c'est le groupe Médéos. Peut-être, enfin, même type de question. Ce que fait le groupe Médéos. Comment vous articulez l'activité d'aide à domicile aujourd'hui avec les autres activités des ESSMS qui sont dans votre groupe ou partenaires de votre groupe? Bien, bonjour à tous. Alors, oui, Emilien Chaya, je suis le directeur général du groupe Médéos. Alors, le cœur de métier du groupe Médéos, c'est la gestion d'établissements médico-sociaux, d'EHPAD et de résidences autonomie. Donc, je dirige un groupe de 34 établissements, et 34 établissements de type EHPAD médicalisés, et 10 résidences autonomie implantées sur 6 départements, que sont l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Provence et la Haute-Corse. Le point important concernant le groupe, c'est que son domaine d'activité est principalement concentré sur les Bouches-du-Rhône. Et j'y viendrai ensuite sur les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, un rapprochement s'opère avec l'un des acteurs, je dirais, majeurs du maintien à domicile sur les Bouches-du-Rhône, qui est le groupe, l'association Arcade. Et aujourd'hui, avant que je développe effectivement les raisons de ce rapprochement, tout au cours du parcours du bénéficiaire, de l'usager, il faut savoir que le groupe Médéos, qui est implanté principalement sur les Bouches-du-Rhône, eh bien, compte 2800 lits d'EHPAD et quelques 2000 salariés. La prise en charge du bénéficiaire aujourd'hui est une question primordiale qui est d'actualité, avec bien souvent d'ailleurs les médias qui s'accaparent ce sujet. Et si on pousse un petit peu la réflexion plus loin, il fallait effectivement se remettre en question sur cette notion de parcours de l'usager, et parcours du bénéficiaire, du domicile jusqu'à l'hypothèse de l'entrée en institution. Et c'est tout le débat effectivement qui se pose aujourd'hui, c'est justement cette offre que nous devons proposer et cette notion de parcours sur laquelle la notion d'innovation fait partie du champ d'intervention sur lequel le groupe Médéos et Arcade vont se pencher maintenant. Petite précision, c'est la notion de résidence autonomie qui aujourd'hui, comme vous devez le savoir, sont devenus un petit peu, comment dirais-je, ce qu'étaient les établissements médico-sociaux et les maisons de retraite il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que ces résidences autonomie accueillent des gens avec un niveau de dépendance relativement bas, des gens qui sont plutôt autonomes,
Mais se pose aussi la question, effectivement, du maintien à domicile, puisqu'il faut savoir que ces résidences autonomie sont le domicile de la personne, et que bien souvent, il y a une nécessité eh bien, d'être accompagné dans ces résidences. Eh bien, nous parlerons aussi tout à l'heure, si la question est posée, eh bien, de cette approche et justement de l'accompagnement dans ces domiciles qui aujourd'hui se développent grandement. D'accord, merci. Donc avec cette spécificité qui est vraiment de partir du parcours des bénéficiaires, c'est le partenariat avec Arcade en fait qui vous rapproche du domicile dans le groupe Méléos en tant que tel. On n'avait pas cette dimension-là. Et alors, comment vous avez identifié le fait qu'il fallait aussi qu'il y ait du domicile, comment vous avez fait ce dialogue en lien avec Arcade? Alors aujourd'hui avec Arcade, le fonctionnement il est sur la base d'une convention de partenariat, c'est-à-dire qu'on a établi un lien et nos équipes. D'ailleurs, certaines personnes qui ont œuvré dans le cadre de ce rapprochement sont présentes dans cette salle. On a fait en sorte que nos équipes sièges puissent, dans un premier temps, travailler sur cette notion de détermination du parcours et de comment, justement, ce parcours peut se dessiner. Et c'est vrai que ce sont deux champs d'intervention très différents. Je dirais que la logique d'accompagnement dans le maintien à domicile, même si notre cœur de métier c'est d'accompagner, eh bien, vous avez des cibles qui sont différentes. C'est-à-dire qu'à domicile, nous sommes sur des prises en charge spécifiques. Dans nos établissements médico-sociaux, nous sommes sur des prises en charge qui deviennent médicalisées, avec effectivement un besoin exprimé qui est différent. Et cette logique de prise en charge, elle est au cœur effectivement de nos préoccupations. Alors comment est-ce qu'on a déterminé cela? Eh bien, c'est un constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à domicile, la prise en charge est une prise en charge qui est accompagnante, je dirais précise, au contact de la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est posé la question avec Patrick Agati de se dire comment est-ce qu'on peut potentiellement préparer l'usager qui est à domicile à l'idée qu'à un moment donné, parce que le seuil d'incompétence peut-être du maintien à domicile serait atteint, eh bien comment est-ce qu'on peut envisager une entrée en institution ou une entrée en résidence autonome? Et toute la question est posée ici, c'est comment déterminer eh bien, ces axes et ce travail qui permettra, je dirais, à la personne, ou à la solidarité formelle ou informelle, eh bien, d'être préparée à une entrée demain en institution si c'était nécessaire. J'ajoute, pour terminer sur ce point, on n'est pas forcément sur l'idée que le passage à domicile en institution médico-sociale soit définitif. On peut aussi travailler sur la notion de séjour temporaire, séjour de répit, permettant effectivement à l'usager et à l'aidant formel ou informel eh bien, d'être soulagé. D'accord, merci. C'était important comme précision parce que c'est vraiment le cœur de votre projet de partir du parcours de l'usager. Même type de question pour Jean-Christophe Amarantinis. Finalement, c'est pas très, très différent la configuration qui est la vôtre, JCM Santé, si ce n'est que la santé, donc c'est pas que le médico-social chez vous, et que il y a dans votre groupe, il y a déjà un SAD, c'est pas un service d'aide qui n'est pas extérieur à votre groupe, même si vous avez plusieurs entités juridiques. En tout cas, chez vous, c'est à la fois du SAD, du SIAD, d'autres établissements médico-sociaux, mais aussi de santé. Comment tout ça s'organise, s'articule dans votre groupe? Bonjour. En fait, pour présenter brièvement, nous, historiquement, c'est une société familiale qui a été créée en 1953, qui pendant une trentaine d'années a été uniquement titulaire d'autorisation sur une maison de retraite à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. J'en ai repris les rênes il y a une vingtaine d'années, et donc par le jeu des développements, des regroupements et des différentes fusions, on en est arrivé aujourd'hui à un petit groupe local, donc qui s'articule sur le bassin Marseille, Aubagne, La Ciotat, avec donc 8 établissements, 2 établissements sanitaires, donc aussi l'établissement SSR gériatrique d'une centaine de lits, et en parallèle 6 EHPAD. À cela se développe depuis une dizaine d'années donc en interne, tout d'abord un certain nombre de services de soins infirmiers à domicile qui se sont regroupés avec d'autres associations qui étaient en difficulté au cours des dernières années. Donc aujourd'hui, nous exploitons sur 3 zones 145 places de soins infirmiers à domicile, auxquelles s'est adossée une équipe mobile Alzheimer. Et en parallèle, donc on a créé, il y a une dizaine d'années également, une structure de maintien à domicile commercial qui s'appelle donc Domiblue et qui a ouvert un certain nombre d'antennes entre Marseille et La Ciotat.
Qu'est-ce qui nous a amené au départ à nous lancer sur le secteur du domicile, en plus de ce que vient de dire bien entendu mon ami Emilien, c'est l'établissement de SSR gériatrique. Puisque on a constaté, après avoir repris cet établissement, en fait, grosso modo, sur 1400 patients qui rentraient, qui sortaient chaque année de cet établissement, nous avions à peu près 60% de personnes qui réintégraient le domicile et qui étaient en grande difficulté pour arriver à être prises en charge correctement, à coordonner l'ensemble des prestations dont les personnes avaient besoin, que ce soit financière, que ce soit tout simplement les accompagner au quotidien. Et donc on s'est dit, ben, plutôt que de laisser faire d'autres personnes, autant essayer de créer quelque chose qui vienne en complémentarité de nos activités historiques. C'est donc pour cela qu'on s'est lancé là-dedans. Voilà. Donc cet ensemble pèse aujourd'hui 840 lits et places autorisés, 450 salariés, et au niveau maintien à domicile, donc en prestations facturées auprès d'usagers, on est sur un rythme de 75 000 à 76 000 heures par an, ce qui nous rapproche de notre fournisseur de la BCD. Voilà, donc pour la partie peut-être synergie, on va en parler après, non? Là, c'était juste oui, tout à fait, une petite présentation, puis on se reparle après sur concrètement la mutualisation et les synergies que ça crée. Brice Blanchet, bonjour à vous, vous êtes président du GEC, hein, GEQ, Groupement d'employeurs pour l'insertion et les qualifications. C'est correct. C'est bon. À domicile de Provence. Un GEC, alors il n'y en a pas forcément tant que ça dans le service à la personne. Donc c'est intéressant d'avoir cette expérience, pas le seul, mais enfin c'est plutôt quelque chose d'assez innovant. Vous, donc une mutualisation qui est ciblée sur la question, comme son nom l'indique, de l'emploi et des compétences, et donc de faciliter la formation, le recrutement. Comment s'est faite cette construction d'un GEC, à partir de quel constat? Ça vient du monde de l'insertion, ce que vous m'avez dit, à la base c'est une association intermédiaire. Et donc comment vous avez construit ce GEC, à partir de quel constat et avec quel partenaire? Merci beaucoup de donner l'occasion de pouvoir parler du GEC, parce qu'effectivement c'est un dispositif qui n'est pas très connu. En région PACA, il n'y en a pas beaucoup, en particulier dans l'aide à domicile. Sur d'autres régions, il y a des très grands GEC avec des adhésions, enfin des sommes d'adhérents qui montent à 5-6 000 salariés. Pour répondre à votre question, on est parti en fait d'un alignement de planète, c'est-à-dire d'une part, on est quand même sur le département du Var où on a principalement des structures associatives, on partage tous le même constat, les dirigeants d'associations et d'entreprises, on manque de compétences, on manque de candidats, quelque part on se fait plus de concurrence pour capter les personnels et les fidéliser que pour capter des bénéficiaires qui, entre guillemets, font un petit peu ce qu'ils veulent, et quand ils ont d'un service, vont dans un autre. Donc on s'est retrouvé autour d'une problématique partagée, on a besoin de personnel, on a besoin que ces personnels soient qualifiés, et on a besoin de les fidéliser dans la durée. Donc ça, c'est un petit peu la première planète. La seconde planète, c'est qu'on a eu la chance qu'à un moment, l'association intermédiaire ACEP, qui est, bon, le métier est vraiment de l'insertion, qui est là pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi, se saisissent du dispositif en disant tiens, il y a peut-être quelque chose à jouer au niveau des services d'aide à domicile. En permanence, il faut après du recrutement. Ce dispositif pourrait être expérimenté dans le Var, et donc on a monté notre premier groupe et surtout l'association, puisque le GEC, alors on parlait coquille juridique, nous on a une coquille juridique commune, on n'est pas fusionné, chaque adhérent, les adhérents sont des associations, et que des associations, statutairement, on peut faire que comme ça, malheureusement. Je fais de la convention collective. Hein. Voilà, on est obligé d'appliquer la même convention collective, en fait. Tout à fait. Alors qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement au sein de l'établissement, tout simplement. L'idée, c'était vraiment de se dire il faut qu'on arrive à coopérer entre professionnels sans se renvoyer en permanence au visage des objections de concurrence sur les bénéficiaires ou de la concurrence au recrutement, qui parfois prend des formes qui ne sont pas très sympas. Voilà, les gens qui gèrent des établissements savent comment ça marche. Ce n'est pas toujours sympa dans le transfert de salariés de l'un à l'autre, pas toujours très élégant.
Donc on a réussi à s'entendre sur un certain nombre de principes, et on s'est dit, ben, lançons-nous, on crée un groupement d'employeurs, parce qu'un GEC, c'est avant tout un groupement d'employeurs. Ça veut dire qu'à un moment, la structure chapeau, la structure qui s'appelle GEC, a comme membre, a comme adhérent des membres personnes morales. Donc là, aujourd'hui, nous sommes 3. Moi, j'ai pris la présidence au titre de l'association que je dirige. Je dirige Varcef, qui est une association avec 400-420 salariés, autorisés et tarifés dans le Var. L'association Solidum, je crois qu'on a à peu près de la même taille, 400-420, pareil, spécialisé en matière de domicile des personnes dépendantes. Le troisième adhérent historique est le Centre d'études et d'action sociale du Var, qui est entre guillemets un petit peu plus petit, excuse-moi Valérie, une centaine de salariés, mais qui a aussi comme particularité d'avoir un accueil de jour Alzheimer et un organisme de formation. Et notre dernier adhérent donc, est Home Service, donc je vois que Stéphane est peut-être reparti, et il nous a rejoint dans l'aventure pour le groupe 2018-2019. Donc on se retrouve finalement 4 structures aujourd'hui, certainement beaucoup plus demain, avec on va dire 1500 salariés aujourd'hui et certainement beaucoup plus demain. Ce que je voulais ajouter aussi dans les constats qui nous ont amenés à créer ce groupement d'employeurs, c'est le soutien fort de partenaires, parce que globalement c'est une aventure collective. On y va collectivement entre dirigeants, mais il faut savoir qu'un GEC ça ne tourne pas tout seul. Derrière il y a le conventionnement vis-à-vis de l'État, donc on est suivi et accompagné de très près par la directe, de façon bienveillante, ce qui est notable, par une formation. Cathy de Souter ce matin parlait de l'avenir de la formation à travers les contrats de pro, c'est un petit peu ce qu'on vit nous, et ce qu'on a vécu l'année dernière et qu'on continue à développer. On travaille aussi avec les services de Pôle emploi, avec les services d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, avec les missions locales, enfin tout ce qu'on peut imaginer de partenaires emploi au niveau d'un territoire, avec un soutien institutionnel qui est très très fort et qui donne toute sa pertinence au dispositif. Je pense que pour les synergies... Oui, tout à fait. On fait ça dans le deuxième tour de table. Donc, je vais redonner la parole, merci Président Chez, à Valérie Père. Sur les premiers apports, ça fait un peu plus d'un an, hein, vous avez signé cette convention. Les apports de cette mutualisation. Alors, vous avez un peu dit ce sur quoi le porter, peut-être préciser vraiment ce que vous mutualisez avec cet hôpital, hein, dans le cadre de ce groupe, et ce que ça amène en termes de plus-value à un SAD comme le vôtre, qui est quand même un SAD conséquent, mais qui, comme beaucoup d'autres SAD, peut avoir un certain nombre de difficultés liées à l'environnement économique, réglementaire, etc. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, les premiers effets de cette mutualisation? Donc les premiers effets, ils sont liés au partage. Le comité opérationnel est très riche, puisqu'effectivement, on part de thèmes forts, ça peut être la bien-traitance, ça peut être la cartographie des risques, ça peut être la RGPD, et chacun explique effectivement comment il fonctionne, quels sont ses freins. On partage sur la question des achats, donc on a une vision très large de toutes ces problématiques qui sont traitées différemment sur le champ de la psychiatrie, sur le champ des SSR. Donc on s'apporte beaucoup en termes de pratique. Donc moi je récupère beaucoup d'informations, de procédures, de réflexion. On partage sur la formation. On avance aussi sur toutes les questions de la fragilité. On a des gériatres qui viennent participer au groupe, on a des responsables qualité, on a accès à des compétences que nous-mêmes, nous n'avons pas en interne. Donc les questionnements, on les a, mais les apports théoriques ou les apports techniques, effectivement, ils nous sont apportés par le groupe. On a effectivement sur l'aspect financement la possibilité, effectivement, si on souhaite, si on a besoin de faire un emprunt, on sait que le groupe se portera caution. Donc on a une simplification d'un certain nombre de démarches. Après, concrètement, on a expérimenté d'avoir des permanences dans l'hôpital. Ça n'a pas très bien fonctionné. Donc on va effectivement expérimenter des choses pour voir ce qui améliorerait le parcours patient, ce qui améliorerait les choses pour les aidants.
L'hôpital a un projet aidant assez fort qui va développer l'année prochaine, dont on fait partie. Donc voilà, on s'intègre au fur et à mesure aux projets en cours et aux projets au niveau de l'hôpital. Et notamment sur la question de la télémédecine, il y a très peu de choses qui se font à domicile et on va expérimenter quelque chose sur le champ de la dermatologie parce que ça nous semble plus simple à faire au domicile. Mais effectivement, toutes ces questions-là sont plutôt traitées avec des EHPAD et nous, on essaie de rentrer en force sur ces questions un petit peu innovantes. D'accord, alors ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de la mutualisation sur de l'expertise, sur des compétences, il y en a également sur des projets, sur des services. Vous devez aussi, je suppose, avoir de la mutualisation, peut-être sur des fonctions support, des choses très concrètes comme ça qui permettent de faire quelques économies d'échelle sur un groupe. Oui, sur les fonctions support, on a tout l'aspect informatique, l'aspect communication, le service RH qui fait la veille. Après, on partage, on continue à faire la paye, la facturation, etc. On n'en est pas là, et de toute façon, eux n'ont pas le personnel pour intervenir dans tous les établissements qui appartiennent au groupe. D'accord. Donc on est sur des fonctions support, mais... Un peu de fonctions support technique, mais pas encore tant que ça, mais c'est peut-être une prochaine étape, on y revient juste après. On verra. D'accord, merci. Émilien Chaya, là le bilan c'est peut-être un peu difficile à faire à ce stade, puisque la file active là, sur les parcours, vous êtes en train de la construire. C'est pour janvier le démarrage, c'est ça, avec Arcade, ici représenté par Patrick Higati. Comment, donc pour l'instant, on a amorcé tout ça. Comment est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler? Quel est votre souhait sur la façon dont les choses devraient se dérouler dès janvier sur cette file active? Tout est bien balisé? Alors, tout commence à être bien balisé, oui. Alors c'est vrai que le rapprochement est acté depuis le mois de novembre, donc on est sur quelque chose d'extrêmement récent. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous sommes sur deux entités juridiques, que ce soit l'association Arcade et le groupe Méléos, qui restent et qui sont indépendantes. Et ce rapprochement, en fait, est un rapprochement dans le cadre d'un partenariat. Ce qui fait que les structures back-office, d'un côté comme de l'autre, restent très autonomes dans leur fonctionnement et restent complètement autonomes. Là, aujourd'hui, le rapprochement, pour en parler de façon concrète, s'est opéré déjà sur, comment dirais-je, un maillage très étroit entre les équipes sièges sur le versant en premier lieu de la démarche qualité, puisque nos responsables qualité respectifs se sont rencontrés, nos directions opérationnelles, nos responsables de secteur et nos responsables d'agence également, de façon à justement dessiner, sur l'impulsion effectivement que Patrick et moi avons donnée en termes d'organisation, et bien dessiner effectivement ce partenariat. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de voir deux mondes ayant la même raison de travailler, c'est-à-dire la prise en charge, travailler et mettre en commun, je dirais, des vocabulaires parfois différents, des interprétations et des fonctionnements qui sont différents, et de voir justement ces deux mondes se rapprocher avec une envie qui est celle de dire, tiens, essayons de dessiner, parce que ça nous est demandé, le parcours idéal en termes de fonctionnement. Alors, vous dire que tout est bien balisé pour janvier, oui, ça commence à l'être, et en tout cas, dès janvier, eh bien, nous avons identifié les acteurs déterminants qui vont pouvoir justement articuler et faire en sorte que ce maillage fonctionne de la meilleure des façons. Après, si on se projette un petit peu plus loin, avec Patrick, nous avons effectivement, non pas des souhaits, mais plutôt une volonté de répondre à un besoin exprimé. Et ce besoin exprimé, c'est de se dire, voilà, nous sommes deux acteurs identifiés sur les Bouches-du-Rhône, avec un savoir-faire qui est plutôt reconnu et une façon de fonctionner qui est plutôt commune en termes de philosophie et de prise en charge de l'usager, du bénéficiaire ou du résident en ce qui concerne les établissements. Donc à partir de là, notre travail il repose essentiellement, et c'est comme ça qu'on anime nos équipes, autour effectivement du parcours de l'usager, du parcours du bénéficiaire. Et l'idée, de façon un peu macroscopique, c'est de se dire, si l'usager chez lui, commence à avoir un besoin de prise en charge qui devient plus aigu, et que l'entrée en institution devient quelque chose d'obligatoire, on peut, en ayant préparé les choses et en faisant en sorte que nos équipes respectives connaissent effectivement la méthodologie, envisager de simplifier les choses, parce que l'entrée en institution, et Jean-Christophe pourra en parler aussi, c'est pas quelque chose forcément de facile à envisager.
eh bien, toute cette préparation en amont peut faciliter beaucoup de choses et peut permettre effectivement de rendre moins compliqué, moins nocif eh bien, l'entrée en institution. Le point qui est important aussi, c'est, au-delà de la préparation de l'entrée en institution par rapport effectivement à l'apport de cette mutualisation, c'est la partie résidence autonomie. Comme je vous le disais, ces résidences autonomie qui poussent un petit peu comme des champignons, les résidences services seniors, on en voit un petit peu partout. L'un des points importants, et je pense que c'est ce qui a aussi séduit Patrick dans le rapprochement qu'il a voulu et qu'il a souhaité faire avec le groupe, c'est que chacune de nos résidences autonomie ou résidences services est directement attenante à un de nos établissements médicalisés. C'est-à-dire que le groupe Médéos a toujours voulu, quand cela était possible, adosser à son établissement médico-social une résidence service ou une résidence autonomie, de façon à fonctionner un petit peu comme des pôles gérontologiques et de pouvoir déjà imaginer cette notion de parcours de l'usager, de parcours du bénéficiaire. Eh bien, en résidence autonomie, comme je vous l'ai dit, nous commençons à voir des personnes âgées dont le degré de dépendance s'apparente un peu au degré de dépendance qu'on pouvait avoir dans nos établissements médicalisés il y a 25 ou 30 ans. Aujourd'hui, on dit que la moyenne d'âge d'entrée en maison de retraite, c'est 85 ans. En résidence autonomie, vous êtes entre 77 et 80 ans, et bien souvent, vous avez effectivement des personnes dont le degré d'autonomie eh bien, devient délicat. Et donc, on a besoin d'un niveau d'encadrement qui est important et qui devient de plus en plus important dans ces résidences autonomiques. Et l'idée qui aujourd'hui est la nôtre, c'est de se dire comment potentiellement utiliser eh bien, les services d'une association de maintien à domicile pour renforcer ce degré d'encadrement dans ces résidences autonomie et dans ces résidences services, de façon effectivement à accompagner cette prise en charge. Le dernier point par rapport aux bénéfices de cette mutualisation, c'est les adultes handicapés vieillissants. Il faut savoir que c'est une question importante et d'actualité, et que la prise en charge des adultes handicapés, vieillissants en l'occurrence, est une question qui commence à se poser dans nos établissements médico-sociaux. Et en France, les points de chute pour ces personnes de plus de 60 ans étant handicapées eh bien, sont quasiment inexistants. Et donc, le groupe Médéos a sur un de ses établissements sur Marseille quelque chose qui est acté avec les autorités, c'est l'ouverture effectivement d'une antenne de 10 lits spécialement dédiée à l'accompagnement et à la prise en charge des adultes handicapés vieillissants. Eh bien, dans le maintien à domicile, la prise en charge de l'adulte handicapé ou des personnes handicapées, c'est une question de fond. Eh bien, il y a aussi, pour nous, par rapport à cela et par rapport à l'avenir, l'idée qu'on pourra aussi peut-être proposer des solutions d'accompagnement pour effectivement cette tranche de la population pour lesquelles aujourd'hui les supports ne sont pas forcément existants et pertinents. D'accord, merci pour cette réponse complète sur les parcours à la fois des personnes âgées et des personnes handicapées et la façon dont vous voulez travailler avec Arcade. Jean-Christophe Morandini, vous avez plus de recul, je pense, par rapport à ce partenariat à l'intérieur d'un groupe, d'une holding JCM Santé. Peut-être en se posant la question du point de vue du SAD, du service d'aide et d'accompagnement à domicile qui est le vôtre, 75-16 000 heures, est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer, en termes de pérennité économique, parce que c'est quand même un des sujets importants, en quoi le fait d'être rattaché à ce groupe permet la solidification économique de votre SAD? Est-ce que c'est significatif ou est-ce que c'est marginal, cet apport en termes de consolidation économique? Oui, donc en fait, nous, notre recherche essentielle, c'est d'essayer, par tout moyen, de baisser nos charges fixes, de façon à pouvoir se concentrer exclusivement, en tout cas nos équipes, à se concentrer exclusivement pour tout ce qui est accompagnement des patients, de ne pas polluer les équipes avec tout ce qui est surcharge administrative, commerciale, gestion du personnel et autres. Pour toutes les raisons que vous connaissez, souvent, c'est malheureusement une activité qui a une très très faible valeur ajoutée, qui est soumise à des fluctuations d'activité énormes, dangereuses, qui de temps en temps, en fonction des contentieux sociaux qu'on pourra avoir, peut malheureusement créer un surcoût qui peut mettre en place une association, une entreprise travaillant dans ce secteur. Donc c'est dans ce sens qu'on essaie vraiment de comprimer au maximum nos charges. Donc, d'un point de vue non formel, on essaie systématiquement de mutualiser les locaux entre nos SIAD et nos SAD, de façon justement à faire prendre en charge une partie du loyer par
par chaque entité. Tout ce qui est prestations administratives est totalement externalisé au niveau du siège de gestion. Pour la partie qualité, formation, évaluation interne et négociation au niveau des prestataires, pour tout ce qui est évaluation externe, là, il y a un accord global qui est coopéré avec l'ensemble des prestataires. Pour la partie, alors on essaie aussi de faire travailler ensemble, mais ce n'est pas évident, le service social d'un certain nombre d'établissements et du SSR et le service commercial, de façon justement à créer des passerelles entre les différentes activités. Et enfin, bien entendu, l'ensemble des structures travaillent en partenariat pour tout ce qui est recrutement de patients, d'usagers, dans le cadre de la recherche de clientèle, hein, puisque bon, c'est vrai qu'on se dit pas, mais c'est quand même à un moment donné ce qu'il faut, c'est ce qui fait avancer l'entreprise, l'association, c'est le recrutement de patients. Donc voilà, d'un point de vue formel, alors là c'est un peu plus compliqué parce que en fait, j'ai envie de vous dire que la balle est dans le cœur de l'administration. On en a parlé tout à l'heure avec les pas dans les murs. Donc il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont réalisés soit par les ARS notamment, soit dans le cadre des EHPAD dans les murs, soit dans le cadre des SPASAD, qui peuvent permettre à des SIAD et des SAD de répondre à un appel à projet et de gérer une dotation ensemble. Et bon, après, les candidats sont peu nombreux à être retenus. Possibilité aussi, pour les SIAD en tout cas, de signer un CEPOM dans le cadre d'un groupe avec les EHPAD. Et donc là aussi, en fonction du statut juridique de la structure, pouvoir opérer des refléchages de crédits de soins sur les différentes entités de l'entreprise. Et enfin, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Emilien, on a également des projets de RSS, on a 2 autorisations de résidence autonomie, adossées également à nos EHPAD, sur lesquelles on va opérer immédiatement un certain nombre de mutualisations, puisque nos SIAD pourront intervenir dans le cadre de nos résidences autonomie et de nos résidences seniors, sans avoir recours à des infirmiers libéraux, hormis bien entendu le libre choix du praticien par le résident, et dans le cadre des résidences seniors, la possibilité également pour les résidences seniors de pouvoir obtenir des autorisations pour prendre en charge en interne les différents usagers de la structure. Voilà un petit peu comment on se situe au niveau de l'entreprise. Très bien. On voit bien que vous avez poussé très loin la logique de mutualisation, de fonctions support, sur tout ce qui permet de faire diminuer les charges fixes. Et donc, on comprend bien qu'il y a des résultats tangibles sur les économies réalisées. Brice Blanchet, vous, les résultats vont être forcément d'un autre ordre, puisque c'est sur la question du recrutement et des qualifications et de la formation que votre GEC intervient. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça fait 1 an et demi, hein, les premiers résultats, les premières personnes formées, les premiers recrutements. Lors de ma première intervention, je vous ai présenté un peu le pourquoi du comment on avait fait ça. Peut-être que j'explique comment ça fonctionne au quotidien. L'employeur des salariés, c'est le GEC. La moitié du temps, les salariés sont en formation. On a choisi, parce que c'est les membres du GEC qui choisissent quel type de formation on va dispenser aux salariés. On a choisi de commencer facile, hein. On est parti sur du titre pro ADVF. On s'était posé la question du DEAES, d'être soignant, etc. On s'est dit on va commencer mollo, on y va sur du TP ADVF. Donc les salariés passent la moitié de la semaine en gros au centre de formation. Donc nous, on a fait un appel d'offres, on a sélectionné le Greta du Var. Le résultat, les salariés sont en mission chez les adhérents. Alors, il faut préciser qu'on ne se prête pas les salariés entre adhérents. Si il y a des responsables de secteur dans la salle, elles comprendront facilement. Les plannings vont devenir horribles à gérer si on est 4 ou 5 à intervenir sur le même salarié. Donc, une partie en formation, une partie en mise à disposition chez les membres de mission, chez les adhérents, que les salariés du GEC sont tutorants avec des salariés très expérimentés. Et on va coller en fait à l'enseignement pédagogique qui est fait dans l'organisme de formation. S'ils bossent par exemple sur la nutrition, on va mettre les tutorats sur les préparations de repas. Voilà.
on se calme sur ce qui se passe en termes de pédagogie. On a également la chance d'avoir, parce que la formation est financée, le titre pro est financé, c'est tout l'avantage du GEP quelque part, mais on a également en interne une conseillère en insertion qui accompagne les salariés dans toute leur démarche, on va dire, d'ordre social. Et moi, pour gérer, j'allais dire, un gros salle, on va dire un salle d'une taille importante maintenant, finalement, ce qui met en difficulté nos salariés, c'est leurs problématiques, on va dire, du quotidien, qui sont des problématiques sociales. Je suis surendetté, j'ai des problèmes de mobilité, j'ai des problèmes de parentalité, de garde d'enfants, etc. On a quelqu'un qui est salarié au GEP dans ses métiers et qui est là pour accompagner les salariés dans la résolution de ces problèmes-là. De la même façon, chaque membre assure le suivi professionnel du salarié en insertion. Donc on s'assure que tout se passe bien au domicile, on fait ce qu'on fait pour tous nos salariés quand on travaille bien, c'est-à-dire qu'on les présente, on fait des visites qualité, on explique bien les missions, on s'assure que tout va bien. Et on le fait, entre guillemets, plus avec ses salariés. Les premiers résultats, c'est qu'on a mis en place le premier groupe qui a tourné en 2017-2018. On avait un petit groupe, on y allait doucement quand même, hein, on avait une dizaine de salariés. 9 ont eu leur titre, 9 ont été embauchés, 9 sont en CDI. On est tous ravis des salariés qu'on a entre guillemets, accompagnés et finalement gardés chez nous. Parce qu'il s'est passé quelque chose, en fait, au-delà de l'acquisition de compétences, au-delà de tout ça. Les salariés ont une vraie, entre guillemets, reconnaissance par rapport à la structure qui les a accueillis. Et il s'est créé une vraie solidarité entre les salariés, enfin quelque chose de sympa qui est rare dans nos métiers, parce que les personnels sont relativement isolés, très isolés, et le fait de voir je dirais aussi des titres pro ADVF, mais c'est très très proche hein, en termes de compétences, être aussi solidaire et se rendre service, parce que certains deviennent binômes les uns des autres. Voilà, c'est un effet notable de ce qui peut se passer pendant l'accompagnement. Je peux rajouter encore un élément. Oui, un élément. Je vais faire court. Ça, c'est des effets directs, on va dire, au niveau de l'emploi, mais après, il se joue quelque chose aussi entre les membres adhérents, c'est-à-dire que de plus en plus, on se partage des plans d'aide entre structures, alors qu'on n'a pas trop l'habitude de le faire. Vis-à-vis de nos partenaires, je parlais du Pôle emploi, de la Direct, de formation, etc. À force de travailler ensemble, on finit par bien se connaître. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a des problématiques à régler, quand on a besoin de conseils, de formation, quand ils sont dans le rôle de contrôle. La relation est beaucoup plus simple. Voilà. Je pense que vous comprenez. Très bien, merci pour ces précisions, Brice Blanchet. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants pour quelque chose de conclusif, parce que je vais leur demander quelle est la prochaine étape dans leur partenariat, enfin dans cette logique de mutualisation, est-ce qu'il y a eu une ou deux interventions dans la salle sur des choses qui vous ont un peu interpellé et sur lesquelles vous souhaitez avoir des précisions? Oui. Merci. J'avais deux questions. Une qui concerne Mylène Chaillard, Valérie Lepère et Jean-Christophe Tinis, et une à Brice. Donc la première, c'est, j'ai bien compris les enjeux qui sont beaucoup économiques. J'ai un peu moins saisi quelle est la plus-value pour les usagers et les familles. Donc la question, c'est comment vous gérez le libre choix dans cette articulation-là. Et puis pour Brice, quel est le coût de la mise à disposition dans le cadre du futur? Sur la question du libre choix, donc je comprends des patients de l'hôpital. De toute façon, c'est géré par le service social de l'hôpital et on ne capte pas toutes les sorties de l'hôpital, bien entendu. Donc, on a, comme d'autres opérateurs sur Marseille, des retours d'ARDH de l'hôpital, mais on n'est pas identifié comme le seul opérateur, si c'est ça l'objet. Mais par contre, effectivement, l'hôpital n'avait pas de réelles compétences sur le domicile. Et ils ont certes un HAD et un SIAD, mais effectivement, le fait d'avoir un SIAD et de mieux comprendre les enjeux
du domicile. Je pense que le fonctionnement est en train d'évoluer aussi à l'hôpital sur l'anticipation des sorties et notamment de définir ce qui va se passer pour l'usager et l'aidant en amont de son entrée. Donc un hôpital, c'est long à faire bouger. On n'est pas du tout sur les mêmes rythmes. Si je peux aller aussi sur la conclusion, c'est que nous, on a une capacité à avancer beaucoup plus vite que l'hôpital. Donc on est en train de caler le temps long et le temps moins long, ce qu'on est en capacité de faire à court terme ensemble et ce qu'on va faire à 3 ans ou 5 ans. Chacun trouve son rythme. D'accord. Alors, du coup, comme vous bénéficiez de leur expertise, eux, ils ne bénéficient pas de votre vitesse d'exécution, de votre dynamisme, non? Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend des sujets. D'accord. Merci. Emilien Chaillard, vous avez la même question aussi. Bon, la notion du libre choix, c'était une question centrale et j'espérais qu'on la pose. Il est évident qu'à partir du moment où il y a une notion de partenariat qui existe, on peut se poser la question de l'objectivité du libre choix. Mais aujourd'hui, comme le disait la consoeur à côté, le flux global n'est pas altéré par cette notion de partenariat, puisque de toute façon, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne les résidences retraite médicalisées, vous avez des interventions de kinésithérapeutes, le libre choix du pharmacien, le libre choix reste total et est inscrit même dans les chartes de fonctionnement de l'ensemble de nos institutions. Donc la convention de partenariat qui lie Arcade à Médeos fait état justement de cette notion de libre choix, et nous on se positionne non pas comme un objecteur de conscience qui va venir altérer cette notion de libre choix, mais comme quelqu'un, en tout cas des personnes morales qui vont venir conseiller cette notion de parcours-là. Et je peux non pas vous assurer, mais que la notion de démarche et de recherche d'un établissement médico-social, si la personne d'ailleurs relève de l'aide sociale par exemple, ou relève d'une pathologie dégénérative, type Alzheimer, Korsakoff, eh bien la notion effectivement d'aide et de conseil peut être également. Que la personne ensuite rentre en institution chez JCL ou chez Médeos, ce n'est pas le débat. L'idée, c'est de se dire que le conseil apporté aura permis de simplifier les choses. Donc, la démarche, elle peut avoir un versant commercial, et à juste titre, Jean-Christophe a raison de défendre cette notion d'économie d'échelle qui doit être au cœur, effectivement, du fonctionnement et du maintien économique de nos entreprises, qu'elles soient associatives ou privées lucratives. Et quelque part, la mission de délégation de service de l'État que nous avons, elle doit aussi, en termes d'éthique, rester, je dirais, conforme aux engagements que nous avons pris. Donc, quelque part, dans la charte de fonctionnement qui lie Arcade et Médeos, et je pense que dans le fonctionnement de Jean-Christophe, c'est exactement la même chose, la notion de libre choix reste au cœur de nos préoccupations et de la sensibilisation de nos équipes. D'accord. Emilien, tant que vous avez la parole, puisque Valérie fait la même chose, et ça me paraît bien. La prochaine étape, qui est celle de ce partenariat, même si les choses démarrent officiellement, enfin, en termes de parcours et de travail partenarial en janvier, vous avez déjà une idée de ce que vous pourrez mutualiser à l'avenir. Notamment, vous parliez de fiches actions en quête de CEPOM, c'est ça la prochaine étape? Aujourd'hui, il y a un bouleversement qui s'opère avec effectivement la mise en place de CEPOM et les premières signatures de CEPOM qui sont actives. Et aujourd'hui, je pense que des fiches actions communes, quand il y a des rapprochements, des fiches actions communes à nos CEPOM, eh bien, peuvent être justement le moyen de sceller dans le marbre et de figer auprès de nos autorités de tutelle eh bien, cette notion de partenariat. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le cadre de la construction de ce parcours, au-delà de la réponse à un besoin exprimé, c'est aussi quelque part une simplification que nous voulons apporter auprès de nos tutelles et une réponse à un besoin que nous voulons apporter à nos tutelles. C'est-à-dire que je pense que la mutualisation, non pas de moyens, mais la mutualisation effectivement de nos compétences fonctionnelles, peuvent, au travers de fiches actions communes dans les CEPOM, eh bien, être des solutions intéressantes pour nos autorités qui nous financent. Un dernier point, par rapport effectivement à cette notion de projection, eh bien, il y a aussi tout le parcours effectivement de nos collaborateurs et de nos salariés. Et j'insiste sur un point, c'est effectivement les niveaux de compétences, qu'ils soient faibles ou élevés de nos collaborateurs, eh bien, les rapprochements comme nous l'avons fait peuvent permettre effectivement de créer des ponts.
de créer effectivement des parcours professionnels intéressants et qui peuvent permettre à des personnes qui travaillent à domicile d'envisager de travailler en EHPAD, en résidence autonome et inversement, et de créer finalement certaines formes de progression et de parcours, pas de l'usager, mais en tout cas maintenant aussi du collaborateur. Très bien, merci pour ces précisions. Jean-Christophe Morin, c'est pareil, les deux mêmes questions, hein, c'est sur le libre choix. Et puis, alors, vous, on a le sentiment que vous avez déjà tout mutualisé, mais vous avez toujours de l'ambition de développer des choses. Vous parliez des RSS notamment. Vous, c'est une stratégie de croissance qui continue, croissance externe, croissance interne, libre choix, et puis la stratégie de croissance interne. Oui, non, mais le libre choix, c'est une réponse que les autres. Hein. J'ai insisté sur l'aspect commercial de la démarche, mais à l'origine, c'est quand même pour simplifier le parcours qui est un carcan au niveau de l'usager. Aussi mettre à la place des personnes, soit des patients, soit des représentants qui sont dans un établissement de soins de suite et d'adaptation, dans un établissement de court séjour, et qui sont perdus. Ils ne savent pas auprès de qui s'adresser pour demander comment ça fonctionne, obtenir des aides, monter un dossier. Voilà. Donc nous, au départ, on l'a monté comme ça, pour alléger le parcours. On l'a monté aussi parce que finalement, les orientations réglementaires nous y amènent. On parle de parcours de soins, on parle de filières, donc on parle d'alternatives à l'hospitalisation, mais c'est aussi pour ça qu'on y est allé. Et de toute façon, dans tous les cas, comme disait Emilien, le libre choix est respecté, il est écrit partout, aussi bien sur les documents contractuels et les paquets de publicité qui sont présentés au niveau des structures de service à domicile. Identique pour les établissements sanitaires, identique pour les établissements sociaux. Donc c'est écrit, c'est affiché, c'est annoncé. Voilà. Et de toute façon, on a des partenaires qui interviennent sur des arrondissements ou des villes où on n'intervient pas, ou sur des spécialités sur lesquelles on n'intervient pas. Et justement, là aussi, on oriente les gens vers ce type d'intervenants. Et j'ajoute qu'on a systématiquement, au niveau des accueils de points de réception de clientèle, des listings avec l'ensemble des intervenants de tel ou tel arrondissement, de tel ou tel ville. Donc les gens peuvent choisir, s'ils n'ont pas envie de rentrer dans notre orientation. Les objectifs? Oui, vos objectifs maintenant, la suite de la mutualisation, croissance interne, externe, les deux. Une autre réponse par rapport à l'usager. Oui. En fait, au plus on mutualise, au plus on arrive à quand même réduire le coût et le reste à charge. C'est quand même, encore une fois, des secteurs qui sont très peu aidés d'un point de vue finances publiques, en tout cas pour certains départements, pas tous. Et donc, tout ce qui n'est pas financé au travers d'un risque ou d'un autre, ou d'une subvention d'un autre, est à la charge de l'usager. Donc, au plus on arrive à baisser le coût de la charge de l'usager, c'est pas plus pour chaque usager. Voilà. Moi, je voulais quand même le préciser aussi. Donc, c'est quand même au bénéfice, quelque part, du client, de l'usager. Donc, nous, l'objectif, c'est croissance maximale sur le département par tout moyen, tout en essayant, bien entendu, de sécuriser l'existant, de s'adosser à des partenaires solides. Très bien, c'est le but aussi des assises, de renforcer les partenariats entre les structures de la région. Brice Blanchet, peut-être sur alors, vous avez aussi deux questions. Il y avait une question de Gilles Piazza pour vous. Mais vous combien? Voilà. C'était combien? Vous avez fait les comptes, Gilles, à cette heure-ci. Et moi, ma question, c'est la suite. Hein. Là, vous avez commencé de façon qualitative tout à fait réussie, hein, avec 9 CDI, 9 personnes formées, voilà, qui a bien fonctionné. Peut-être vous dire la montée en puissance aussi que vous prévoyez sur ce type de dispositif. Non, je vais te répondre, Gilles, mais je vais faire un peu plus long que de te donner un chiffre. Le tarif, en fait, aujourd'hui, on l'a posé à 15,99 € de l'heure. 15,99 €, on ne gère pas les RH, on ne gère pas la formation, pas la médecine du travail, pas le risque. Ça reste un prix, on va dire, intéressant pour une mise à disposition. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les services membres, enfin tous les services où il y a des rangées, on est tous tarifés, donc on est plus ou moins bien tarifés, on arrive, on ne perd pas d'argent sur ces heures-là, voilà, très clairement. La dynamique, parce que je vais commencer à répondre à la question suivante sur la question du tarif, la dynamique, c'est que le modèle économique du GEC fait qu'à un moment, plus il est grand, plus entre guillemets il y a de salariés dans le GEC, moins c'est cher, plus les prix baissent. On arrive,
on peut viser tendanciellement le coût du travail. Très clairement. Notre objectif aujourd'hui, alors ça j'en ai pas parlé, c'est un petit peu, c'est un élément important, on est un groupement d'entreprise, on est solidaire entre nous. On est solidaire intégralement. Donc on a fait un peu de compte, c'est un peu stressant hein, quand on rentre dans la démarche, on dit mon Dieu, si le machin se casse la figure, j'embarque ma structure ou la structure du collègue, etc. Donc on a fait un petit peu de compte sur les risques. Alors, les risques qui sont, je vais dire, mineurs, hein, qu'il y a vraiment un défaut de gestion et qu'on doit prendre dans des subventions, ça veut dire qu'à un moment on est dans la malversation, et ça je suis là pour m'assurer qu'il n'en est pas. On peut aussi se planter sur un prud'homme, ça peut arriver, voilà, on gagne, on perd. Bon, c'est un petit peu plus simple. On a créé un fonds de réserve en se disant on a un petit fonds d'amortisseur au cas où, si on prend un mauvais coup, on a 4 sous pour nous protéger. Donc à terme, les tarifs vont baisser sur les distributions. Pour la dynamique qu'on imagine dans l'avenir, la première, elles sont de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est augmentation du nombre de groupes. Parce que là, aujourd'hui, on a lancé un groupe, on en relance un ou deux en janvier, ça dépend des financements que Cathy de Souterre va bien nous accorder. Deux groupes de gens formés, hein, c'est ça. Oui, le groupe, on va monter sur les groupes de 12 désormais. Donc on va augmenter le nombre de groupes. On va également viser de nouveaux adhérents, parce que là aujourd'hui on pourrait faire quelque part les groupes. Avec les adhérents actuels, on a tellement besoin de personnel qu'on pourrait s'en tenir à nous quatre. On veut quand même l'ouvrir à d'autres personnes, maintenant qu'on a fait nos preuves. Et dernière évolution, on veut aussi monter sur d'autres départements en particulier. Donc là, notre initiative a été repérée. Alors, on n'est pas le premier GEC du monde, il y a un très gros GEC du côté de Montpellier qui fonctionne très très bien. Il y en a à Paris également. Ça commence à se découvrir dans le secteur du maintien à domicile en PACA. L'Union régionale de la Directe nous a demandé gentiment de venir leur expliquer comment on bossait. Il nous a incité à aller voir un petit peu au département limitrophe si on n'avait pas besoin de nous. Donc si on met tout ça bout à bout, plus de groupes, plus d'adhérents, plus de territoires, et moi, ça n'engage que moi, parce qu'il faudra que les administrateurs me suivent, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, monter peut-être sur un autre type de qualification, qui est vraiment quelque chose on parle beaucoup de pouvoir d'achat et des choses comme ça ces temps-ci, monter sur du titre, enfin sur du DEAES, ou d'aide-soignant, ou des diplômes comme ça qui sont mieux rémunérés que le titre pro ADVF. Je pense que ça peut encore créer de l'attractivité par rapport au dispositif. Très bien, merci Brice Blanchet. Alors, je propose que ce soit les mots de la fin, puisque chacun a pu à la fois exposer les tenants et les aboutissants de ces efforts de mutualisation et puis les projets d'avenir. Vous pouvez évidemment continuer d'échanger entre vous, parce que je pense qu'il y a des choses que vous pouvez vous amener et vous enrichir mutuellement, ce qui est un des objectifs évidemment du PSP PACA et de cette dynamique qui existe entre vous. On va remercier nos intervenants déjà, on peut les applaudir.